Je suis en compagnie d'Agnès Delaborde. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau dans Smart Tech. Agnès, vous êtes la responsable du département évaluation de l'intelligence artificielle et cybersécurité du LNE. LNE, donc Laboratoire National de Métrologie et d'Essais. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui mesurer, évaluer l'IA, les algorithmes. Qu'est-ce qu'on sait faire en la matière ? Oui, j'avais noté en introduction que vous pensez que l'on sait. J'ai envie de dire, on sait de mieux en mieux. Tout n'est encore pas couvert, tout n'est pas encore garanti, mais en tout cas, c'est l'essence même de notre travail au LNE. Que mesurez-vous très concrètement ? Alors, ce qui peut être mesuré, c'est-à-dire du côté de l'IA, pas grand-chose si on prend le sens métrologique du terme, de la mesure, on va prendre un mètre ruban. Ouais. Là, on n'est pas exactement dans les mêmes considérations. On sait que par rapport à l'IA, il y a des questions de performance, donc s'assurer que le système réalise bien la tâche qui était prévue. Ça a un impact économique. Est-ce que le produit est bon, par exemple ? Est-ce qu'il répond à ce que le fabricant voulait faire ? Mais on va estimer, on n'emploiera pas forcément mesurer, pour rester précis, ce qu'on va essayer d'estimer, de quantifier, de qualifier. Ça va être également des aspects un peu plus subtils et difficiles à observer, du type la sécurité, au sens sûreté de fonctionnement d'un système. Donc, est-ce que ça ne va pas occasionner des dommages ? On va également se pencher sur des questions qui vont être plus proches de l'éthique. Pareil, ce terme éthique, on fait très attention, il est beaucoup employé. Donc on essaye, on va parler peut-être d'impact sociétal, s'assurer que l'IA ne va pas porter préjudice aux citoyens, par exemple, aux consommateurs ou même au public qui n'a rien demandé et qui n'utilise pas l'IA, mais qui pourrait être impacté. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. On va essayer de prendre les choses une par une. Déjà, est-ce que ça vous demande d'avoir accès au secret de fabrication, c'est-à-dire à l'algorithme ? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, parce que, on a la possibilité de l'avoir dans le cadre de nos différents échanges avec l'industrie, selon le type de contrat, selon le type de projet. Parfois, on a accès, on peut interagir avec les développeurs, on peut être dans le secret de la fabrication. Si une entreprise vient vous voir, d'ailleurs, par exemple, pour certifier une IA ou un algorithme. Évaluer ou certifier. Ouais. Et dans ces cas de figure, oui, on peut avoir accès à certains types d'éléments. Par contre, très souvent, même si on ouvre la boîte, on se trouve face à des systèmes qui sont tellement complexes, des réseaux de neurones, où on aura beau les voir et les regarder à l'intérieur, ça ne va pas plus nous indiquer quoi que ce soit. Donc dans l'idée, on a une approche qui est plutôt boîte noire de l'évaluation, où on sait qu'on va contrôler tout ce qu'on donne en entrée, tous les stimuli en entrée. Donc on met le système dans un environnement particulier, et ce qu'on va observer, à la fin, c'est la sortie. Et ce mécanisme en boîte noire ne présuppose pas qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans, mais ce qu'on va observer, c'est que pour une entrée donnée, est-ce que le résultat est acceptable ou pas ? Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de travaux très précis sur lesquels vous avez pu avancer, des projets qu'on vous a confiés, sur lesquels on vous a demandé d'évaluer justement des intelligences artificielles ? Oui, et juste avant, tout à l'heure, vous avez mentionné la question de la certification. J'espère qu'on reviendra dessus, puisqu'il y a une grosse différence pour nous. C'est deux activités différentes. L'idée d'évaluer, là, on va juste observer les performances, le comportement du système, mais on ne porte pas de jugement. On observe, on donne des résultats et c'est tout. La certification, c'est le côté mettre un tampon et valider. Dans la démarche, c'est tout à fait différent et c'est très clivé chez nous. Ce n'est pas la même finalité, pas les mêmes procédés. Je vais rester du côté évaluation, bien, on pourra parler de la certification si besoin. Donc du côté de l'évaluation, au sein de mon département, dans les différents travaux qu'on a pu réaliser, alors ceux qui m'ont marqué le plus et qui vont montrer un peu la diversité de notre champ d'action, ça va être du côté de la robotique agricole. C'est intéressant du point de vue de l'IA, puisque ce sont des machines hautement autonomes. Il y a des morceaux d'IA dedans, une prise de décision automatisée à certains endroits du système. On a travaillé sur l'estimation de la sécurité, de la sûreté de fonctionnement de ces systèmes. Donc sûreté, c'est-à-dire sécurité physique ? Sécurité physique, absence de dommages, que le tracteur automatisé n'aille pas traverser une route. Et là, nos travaux étaient... on n'a pas estimé est-ce qu'ils sont sûrs, est-ce qu'ils ne sont pas sûrs.
On a travaillé à estimer avec différents industriels, différents fabricants français de robots agricoles, essayer d'estimer quels pourraient être les dommages causés. C'est intéressant dans le rôle du LNE, puisqu'on est un tiers indépendant. On a pour vocation de rassurer et protéger les consommateurs et aider l'industrie à être en conformité, à ne pas faire n'importe quoi. Ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi et on leur donne des outils. Et là, l'idée de circonscrire un petit peu le champ de quels peuvent être potentiellement les dommages, ça permet également, le mot est un petit peu fort, mais aussi de décharlataniser, je viens de créer le mot, la scène de l'IA où il y a beaucoup de peur, portée par les médias très fort. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Beaucoup de peur. Et là, notre travail était de se dire concrètement quels peuvent être les risques. Qu'est-ce qui peut être raisonnablement prévisible? Ça, c'est un type d'approche. On fait d'autres travaux dans le cadre desquels on apporte notre pierre pour la constitution des référentiels d'évaluation. On travaille notamment pour l'Agence européenne de la sécurité de l'aviation. Des travaux qui sont publics depuis peu, qui viennent d'être publiés, qui, eux, veulent être en mesure d'homologuer, de valider les systèmes par apprentissage automatique, une des branches de l'IA, qui vont être utilisés dans ce domaine. Ils ont un référentiel qui est extrêmement bien construit, extrêmement abouti. Ils ont identifié qu'il y avait certains manques qui avaient besoin d'être explorés. Et par exemple, nous, nos travaux à l'heure actuelle étaient d'être en mesure de disposer d'outils pour qualifier les données. C'est-à-dire s'assurer que les données utilisées par l'IA étaient de suffisamment bonne qualité. Alors, quel est le bilan, le premier bilan peut-être que vous pouvez tirer des différentes évaluations que vous avez menées? Est-ce qu'on progresse en matière d'intelligence artificielle en France sur nos projets? Je ne parlais que du point de vue de l'évaluateur. C'est ma seule fonction. Donc, est-ce qu'on progresse du côté de l'IA en termes de développement? Eh ben, je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. En tout cas, en termes d'évaluation, de capacité de contrôle, de maîtriser l'IA, je trouve qu'on progresse. Au niveau français, au niveau européen, bien sûr, avec l'arrivée de l'AI Act. On va dans une direction où, même si encore très, très récemment, avec ChatGPT, etc., il y a eu une levée de bouclier assez phénoménale d'un point de vue médiatique par rapport aux performances incroyables de ces systèmes et la peur qu'elles ne soient plus maîtrisables, j'ai envie de dire, l'AI Act... Vous n'êtes pas inquiète par les IA génératives? Ce n'est pas un sujet de préoccupation? Si. Ah, quand même. C'est un sujet énorme de préoccupation. Qui soulève quand même pas mal de questions. Oui, mais c'est un sujet sur lequel on veut absolument rester confiant. On veut apaiser, et c'est notre fonction. Oui, il y a des enjeux énormes. On ne diminue pas du tout l'impact que ça pourrait avoir, les difficultés d'évaluation liées à ces systèmes. Par contre, on veut être apaisant. Oui. Dans la mesure où il y a justement une dynamique qui a déjà été initiée, notamment avec un poids lourd, l'AI Act, la réglementation européenne, qui pose des bases extraordinairement saines. J'ai envie de dire, qui sont aussi remises en question. Bon. Parce que hier, déjà en plateau, on avait deux chercheurs en IA avec lesquels on a essayé justement de démystifier quand même tout un tas de fantasmes autour des IA génératives, mais où on a aussi posé les questions et regardé quelles étaient les réponses qu'on pouvait apporter. Notamment la réglementation européenne est jugée quand même assez difficile, en tout cas pour créer une IA générative européenne, ça semble plus complexe. On a l'inquiétude qui vient même du côté de Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, qui a dit à ce stade, la position que le Parlement a prise sur l'IA est excessive. Excessive. Oui, ce sont ces mots, absolument. Alors, je ne sais pas en quoi c'est excessif, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Vous participez, je veux dire, le LNE est partie prenante sur cette réglementation européenne? Oui, sur le suivi de la réglementation, sur les différentes consultations associées, sur les travaux normatifs également pour la création de normes harmonisées. Moi, je remarque une chose, c'est que l'AI Act, je ne sais pas à quel point il sera parfaitement applicable pour les IA génératives. Oui. Je ne sais pas, j'ai envie de dire, attendons d'avoir un petit peu de maturité. Je serais assez positive dans la mesure où l'AI Act a posé beaucoup de fondements simples,
robuste, déjà éprouvée, la notion de marque HCE qui est connue depuis 30 ans dans l'industrie, qui est saine. On voit déjà donc un changement de mentalité par rapport à l'IA qui n'était pas réglementée, qui était plus du domaine des chercheurs, je pense, même si évidemment les secteurs industriels s'en emparent très fortement maintenant. Là, l'AI Act vient et dit, bon, ben on le met dans un cadre réglementaire qui est déjà connu. Ça élimine beaucoup de parasitage, on va dire, ce que la technique peut faire ou ne pas faire. Là, on revient à des règles simples, des risques raisonnablement prévisibles, un système avec des organismes tiers notifiés, une notion de marque HCE. On revient à des fondements qui, à mon avis, devraient faciliter le travail. Alors, de toute façon, tout le monde attend cette réglementation, y compris ceux qui travaillent sur ces déploiements, parce qu'on est tous bien conscients qu'il va falloir un cadre. Quels sont je dirais, les grands points de vigilance sur lesquels le LNE pourrait apporter des réponses, justement? Des points de vigilance sur lesquels on peut apporter des réponses. Est-ce que vous voulez reformuler? Parce que je vois des points de vigilance et je vois les réponses qu'on pourrait apporter. D'accord. Je vais traiter la question à ma sauce. Dans les points de vigilance, ce qu'on observe, c'est que là, on sait qu'on l'attend pour 2025, il sera applicable pour 2025. Donc l'industrie devra être prête en 2025. Oui. On voit énormément d'effervescence, parfois peut-être un petit peu dans tous les sens. Des gens qui veulent se mettre en conformité, des fabricants qui veulent se mettre en conformité, mais au final, ils ne savent pas trop à quoi, ils ne savent pas trop ce qui sera applicable à eux, ils ont peut-être des difficultés aussi à maîtriser le texte, un texte qui n'est encore pas figé. Oui. Donc, beaucoup d'effervescence de ce côté-là, de l'effervescence du côté de tous les mécanismes de certification volontaire qui seront utiles, pas utiles, qui sont... Bref, il y a une... C'est une incertitude. Une incertitude. Ouais. Et face à l'incertitude et à la panique, c'est le risque de déviance ou d'aller trop loin, ou que certains secteurs économiques se retrouvent bloqués en se disant « la réglementation va nous tomber dessus, mon Dieu, quelle horreur !» Alors que peut-être il faudrait relativiser. Et nous, dans nos travaux au LNE, c'est justement de trouver le bon compromis, faire attention d'une part, que l'IA reste maîtrisable, contrôlable, mais pas aller trop loin. La réglementation européenne, l'idée même de la réglementation européenne, c'est de ne pas surréglementer. Nous, on ne va pas aller surcontrôler non plus. Mais les grandes règles sur lesquelles repose la confiance demain qu'on pourra avoir dans ces algorithmes et l'intelligence artificielle, quelles sont-elles ? Il faut que cette IA soit au service de l'homme. Enfin, on entend des grands principes comme ça, éthiques. Du côté d'un organisme comme le LNE, qui est un laboratoire qui nous aide à travailler sur ces normes demain et ces réglementations, quelles sont, je dirais, les grandes règles que devraient suivre les algorithmes et les IA ? Celle de l'AI Act. Non, mais on ne les connaît pas par cœur. On les connaît pas par L'AI Act, je pense que même personne ne connaît son contenu précisément, derrière la caméra en tout cas. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques principes ? Je vous ai donné un exemple, que les IA soient toujours au service de l'homme. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui vous semblent importantes à marquer dans une réglementation européenne ? Et je ramenais quand même à l'AI Act parce que le gros avantage, bien sûr, c'est que ça part, et on le voit dans le préambule du texte, et je tiens à noter que les fabricants devront connaître le contenu de l'AI Act. Naturellement, ils devront y être conformes, donc il faudra à un moment qu'ils l'ouvrent. Absolument. C'est que justement, être au service de l'homme ou ne pas avoir d'impact négatif, ne pas être préjudiciable, etc., ce sont des objectifs très haut niveau. L'explicabilité, par exemple, peut en faire partie ? Non, et on pourra y venir. Oui, parce que le temps file, vous savez. D'accord. Et donc, ces grands principes, l'avantage de l'AI Act, c'est que ces objectifs généraux sont déclinés en exigences très simples. Ouais. Et ça sera, par exemple, maîtriser vos données, maîtriser les processus de collecte. Faites bien attention à la façon dont vous testez votre système. C'est un ensemble comme ça d'éléments, d'instructions un peu plus clairs et plus simples. Parce que dire qu'un système d'IA ne doit pas impacter négativement, c'est beau, si tout le monde le veut, il n'y a pas de souci. Mais là, ça donne quelques éléments plus concrets. Très bien. Est-ce que le LNE pourrait être sollicité demain pour auditer les algorithmes des grandes plateformes, comme on a prévu de le faire ? Alors, on a déjà travaillé pour la Commission européenne dans le cadre d'un contrat où ils voulaient faire une analyse en amont des capacités d'audit des grandes plateformes. Donc, on a rédigé pour eux
un très très long rapport, une étude détaillée de ses capacités d'audit. Donc, ce qui veut dire que par la suite, évidemment, vu nos missions, on pourrait tout à fait le réaliser pour le compte des organismes de surveillance européens. Alors, vous êtes entré au LNE en 2017, il y a bientôt 6 ans, en tant qu'ingénieur de recherche. Avant cela, vous étiez chercheur au CNRS et à l'Université Paris 4 Sorbonne. Vos travaux portaient principalement sur la robotique, l'interaction homme-robot. Aujourd'hui, vous êtes donc à ce poste, vous succédez à Guillaume Avrin, qui a pris en charge la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, qui est venu d'ailleurs sur ce plateau aussi avant vous. Vous continuez à travailler ensemble. Quel est le lien qui est tissé entre un institut de certification, un laboratoire qui travaille sur les normes de demain, et puis les politiques menées au niveau national et européen en matière d'intelligence artificielle? Le LNE est sous tutelle du ministère de l'Industrie, donc le lien avec le gouvernement est constant, nos missions sont fixées par l'État. Les liens avec Guillaume Avrin, naturellement on se connaissait, donc évidemment les liens se poursuivent. Après, là où il y a une limite qui est posée, c'est qu'il a une autre mission maintenant qui doit couvrir l'intégralité de l'IA de la scène IA en France. Donc évidemment, il y a un certain cloisonnement. Maintenant, avec les activités du LNE. Donc, bon, par rapport à ça, nous, ce qu'on sait, c'est qu'au moins, Guillaume Avrin, de par son passé, est conscient de ces problématiques, fortement conscient de ces problématiques de contrôle de l'IA, et qu'il sait également, je ne vais pas prendre le risque de parler pour lui, bien sûr, mais on sait ce qu'il sait, ces problématiques de maîtrise et de contrôle de l'IA. Et aussi d'impact de la réglementation sur l'industrie, parce que... Pleinement conscient, le LNE est orienté industrie. Donc naturellement, ce qu'on a observé en premier, c'est quel sera cet impact, positif, négatif, et nous, on essaye de limiter cet impact, que ce ne soit pas trop dur pour l'IA, pour le secteur de l'IA, de se mettre en conformité, par exemple. Et vous avez le sentiment qu'on a avancé ces 10 dernières années autour des garde-fous, la manière dont justement on peut réussir à maîtriser, à mieux contrôler le déploiement des intelligences artificielles? Je suis désolée d'être redondante, mais oui. l'IA Act. C'est... Pour moi, donc c'est quelque chose que vous attendez, parce que pour l'instant, il n'est pas encore entré en vigueur. Tout à fait. Et j'attends avec impatience. Qu'on ait passé ce phénomène d'effervescence. Donc on a gagné en maturité déjà sur le sujet aujourd'hui, c'est ça que vous nous dites? Et qu'on gagne encore plus en maturité, qu'il devienne applicable, que tout s'apaise et que ça rentre dans les mœurs. Merci beaucoup Agnès Delaborde. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes la responsable du département évaluation de l'intelligence artificielle et cybersécurité du LNE. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On va marquer une courte pause Agnès, et puis on va parler de game business, de l'industrie du jeu vidéo avec Guillaume Monteux en plateau et son invité.